Alan est un seigneur démon reclus qui vit dans un manoir abandonné, loin de la société, car il a peur de tout contact. Cependant, lorsqu'il sauve une princesse en fuite, faussement accusée d'un crime, il la transforme en sa servante personnelle et la gâte chaque nuit en échange de sa protection. Tout commence lorsque la princesse Charlotte est poursuivie par des soldats dans une forêt. Alors qu'elle court pour sa vie, les soldats réalisent qu'ils approchent du repère du seigneur démon. Et l'un d'eux explique que ce dernier torture quiconque s'approche de son manoir. Les hommes se pissent dessus et décident de chercher ailleurs, mais Charlotte, cachée derrière un arbre, entend tout et s'enfonce dans la forêt. Cependant, elle trébuche bêtement et appelle sa sœur Natalia, avant de voir un manoir et de s'évanouir. Le lendemain, un gars décontracté, nommé Alan, lit le journal comme un boomer et apprend la disparition de Charlotte. C'est alors qu'il remarque une présence dans la forêt, et en enquêtant, il tombe sur un groupe d'animaux rassemblés en un seul endroit. En s'approchant, il trouve Charlotte évanouie, qui ressemble à ta mère après s'être fait défoncer par un BBC. Dégâts émotionnels. Il la porte dans ses bras, se demandant si elle a fui son ravisseur. C'est alors qu'il remarque un chevalier derrière un arbre et se téléporte à côté de lui, le faisant brandir son épée. Esquivant facilement ses attaques, Alan réalise qu'il est un garde personnel du royaume de Nirou, travaillant pour la famille royale. Il demande pourquoi ils sont là, et des dizaines d'autres chevaliers sortent de leur cachette pour l'encercler. Ils expliquent que Charlotte est une criminelle en fuite dans leur pays, et qu'il doit la leur livrer. Mais Alan refuse, car il croit qu'il faut pomper avant de jeter. Après s'être débarrassé de tous sauf un, le chevalier restant le reconnaît comme le seigneur démon qui réside dans la forêt. Alan le confirme, suivi d'un autre sort qui efface leurs souvenirs et les renvoie avec une fausseuse histoire de la fuite de la princesse. Il la ramène à l'intérieur, et en préparant des remèdes pour elle, il se demande si elle a vendu des photos de pieds à un modérateur Discord pour finir ici. Alors que Charlotte se réveille, il lui offre une boisson chaude et lui demande d'expliquer comment elle est arrivée là. Après avoir entendu son histoire, il confirme qu'elle est bien la fille du journal. Il lui dit ensuite qu'il a le pouvoir de savoir si une personne ment en la regardant dans les yeux, et il ne voit que la vérité dans les siens. Cela fait pleurer Charlotte, et après l'avoir réconfortée, il lui demande pourquoi elle a été exilée du royaume. Elle explique qu'elle était à une fête où son fiancé, le prince Cécile, l'a appelée et l'a confrontée pour être une Twitch tot. Il l'a ensuite accusée de nombreuses choses devant tout le monde. Mais Charlotte était si confuse qu'elle ne pouvait même pas réagir à tout ce qui se passait autour d'elle. Avant qu'elle ne puisse le réaliser, ses fiançailles furent rompues et elle devait être envoyée en prison pour ses crimes. Alan réalise que Cécile l'a sûrement piégée parce qu'elle était mauvaise au lit, car quelqu'un d'autre lui a offert une meilleure gâterie. Charlotte lui demande poliment de ne pas se mêler de ses affaires, mais Alan la repousse et lui demande si elle est douée pour le ménage. Quand elle dit oui, Alan s'enthousiasme et décide de l'engager comme femme de chambre et lumière. Alors qu'il explique qu'elle devra se mettre à genoux 3 fois par jour pour les repas, elle lui rappelle qu'elle est une criminelle recherchée. Cela ruine les plans d'Alan de vivre une vie recluse, mais il se souvient alors d'avoir été trahi par le passé, tout comme elle. Il explique comment il était à une fête d'aventuriers et a pillé un temple rempli de trésors avec son équipe. Cependant, ils l'ont laissé mourir à la merci d'un monstre. Et Charlotte croit son histoire sans aucun doute, lui faisant réaliser qu'elle est la candidate parfaite pour lui offrir des gâteries à arracher l'âme. Il insiste pour qu'elle reste, mais quand Charlotte refuse gentiment, pensant qu'elle lui causera des ennuis, l'idiot se jette un sort de mort qui ne se lèvera pas tant qu'elle ne le laissera pas la prendre par derrière. Charlotte, étant une princesse innocente, tombe dans ses mensonges et accepte de travailler ici, pensant qu'elle lui sauve la vie. Plus tard, elle enfile la tenue de femme de chambre et rend l'endroit propre et rangé, au grand plaisir d'Alan. Il est surpris de voir une dame noble avec de bonnes compétences ménagères, mais réalise alors que c'est sûrement parce qu'elle était traitée comme une servante chez elle. Charlotte demande alors s'il a vraiment besoin de son aide, puisqu'il peut tout nettoyer avec la magie. Mais Alan lui assure qu'aucune magie ne peut lui apporter le soutien oral dont il a besoin. Puisque l'endroit est propre pour la journée, Alan lui dit de faire ce qu'elle veut jusqu'au dîner et entre dans son bureau. Charlotte le suit et est fascinée. Mais quand Alan lui demande de déguerpir car il doit travailler, elle devient un peu triste. Après son départ, Alan se plonge dans son passe-temps favori, qui est de rejeter toutes les nouvelles théories de l'Académie de magie, qui le connaissent comme le diable au stylo rouge. Après des heures de travail, il surprend Charlotte à compter des grains comme une patiente psychiatrique, mais sait au fond de lui que les mal foutus, avec quelques vis desserrés, se resserrent ailleurs. Qu'entends-tu par là? Plus tard, il lui demande si elle a des passe-temps, mais tout ce qu'elle sait, c'est être une bonne femme au foyer. Il lui demande ensuite si elle aime faire quoi que ce soit, pour apprendre qu'elle s'est fait crier dessus pour tout ce qu'elle faisait, même si c'était juste. Son meilleur souvenir récent est d'avoir reçu des fruits de sa jeune sœur Natalia, qui les lui a offerts en guise de condoléances, après qu'elle se soit fait battre. Alan est furieux, parce que même les losers vierges comme vous ont de bons moments dans la vie.
Et puis, il y a Charlotte, qui n'a jamais eu un instant de plaisir depuis sa naissance. Il décide alors de lui donner un cours intensif de coquinerie et vend tout son équipement magique pour lui acheter plein de choses. Il lui pose ensuite quelques questions supplémentaires et réalise que c'est une fille super innocente qui ne connaît pas le plaisir de briser les règles, alors il se charge de la transformer en une blonde dévergondée. Il découvre ensuite la table à manger, révélant des tas de choses qu'elle n'a jamais vues auparavant, et lui dit de manger à sa faim. Charlotte s'inquiète en voyant tant de bières et de desserts, mais Alan sait qu'elle était traitée comme une servante et insiste pour qu'elle mange du gâteau. Quand Charlotte refuse, Alan réalise qu'elle a toujours un cœur de servante et lui ordonne de goûter le gâteau car il est son maître maintenant. Elle accepte de manger si Alan mange avec elle, mais quand il dit qu'il n'aime même pas ces choses, elle réalise qu'il a acheté tout cela uniquement pour elle. Quand elle demande pourquoi, il dit qu'il l'a fait pour la rendre heureuse, ce qui la fait rougir. En goûtant le gâteau, elle l'aime tellement qu'elle fond en larmes et se demande si quelqu'un comme elle mérite même d'être heureuse. Alan lui assure que ce n'est que le début et qu'elle deviendra un modèle OnlyFans quand il aura fini de la pomper. Après un moment émouvant, Alan lui donne plus de choses à manger et elle lui demande poliment de manger avec elle. Alan lui rappelle qu'il n'aime pas les gâteaux, mais elle le regarde tout mignonne, incitant le gars à y goûter pour la première fois. Alors qu'ils mangent ensemble, Alan réalise qu'il devra changer ses habitudes pour qu'elle puisse se plier à lui sur la table à manger. Plus tard, il retourne dans sa chambre pour réfléchir à tout ce qui s'est passé et reste éveillé toute la nuit pour initier Charlotte à d'autres plaisirs de ce monde, y compris son Excalibur. Et le lendemain, il se réveille sur son bureau et présente fièrement la liste coquine qu'il a compilée pour Charlotte. Cependant, la liste s'avère assez nulle, alors il décide de la jeter à la poubelle. En quittant la pièce, il croise Charlotte tenant un balai et lui dit qu'il a dormi dans le bureau, cachant soigneusement le fait qu'il est resté éveillé à créer la liste coquine du Père Noël pour elle. Cependant, quand Charlotte remarque qu'il a l'air fatigué, Alan décide de dormir et lui demande de le réveiller pour le déjeuner. Il lui demande ensuite ce qu'elle fait, et quand Charlotte dit qu'elle compte nettoyer l'entrée, il lui demande d'y aller doucement. Charlotte dit gentiment qu'elle fait tout cela parce qu'elle lui est redevable, et son élégance donne à Alan envie de pratiquer des poses de yoga sur elle. Apprenant que Charlotte est habituée au ménage, Alan s'agace car sa famille a beaucoup de serviteurs, pourtant elle était forcée de faire les tâches ménagères parce qu'il ne l'aimait pas. Voyant la colère sur son visage, Charlotte prend peur et déguerpit de la pièce, laissant Alan se demander comment elle ne dit jamais de mal des gens qui l'ont blessée. C'est alors qu'Alan entend une voix familière dehors et se précipite frénétiquement pour voir Charlotte à côté d'une sorte de Jacksepticeye féminin. Dès qu'elle apprend que Charlotte est une nouvelle femme de chambre, elle pousse Alan de côté et se présente comme Miacha, la livreuse. Elle appelle Alan le seigneur démon et plaisante sur le fait qu'il est trop fauché pour engager une femme de chambre. Et Alan explique à Charlotte que seigneur démon n'est que son surnom. Miacha reconnaît ensuite le visage de Charlotte dans les journaux, mais avant qu'Alan ne puisse la couvrir, Miacha promet de ne pas dénoncer car le client est toujours roi. Plus tard, Alan lui demande d'apporter un colis au magasin de magie et lui dit de le porter avec précaution car c'est dangereux. Miacha dit que sa potion se vend beaucoup et lui demande de déménager en ville où il sera plus facile de gagner de l'argent. Mais Alan est un vierge solitaire, comme vous tous qui préfèrent sa caverne d'homme. Miacha ajoute ensuite qu'il a un air effrayant. C'est pourquoi les gens l'appellent le seigneur démon, ce qui le ramène à un flashback. Une fois, 3 enfants erraient dans la forêt, cherchant à attraper des fantômes, quand il est apparu avec une lampe et les a involontairement effrayés avec son air méchant. Depuis ce jour, les enfants viennent dans la forêt comme un test de courage, pensant qu'il est le seigneur démon, alors qu'en réalité, il n'est qu'un sorcier solitaire affamé de chatte. Changeant de sujet, Alan demande à Mayachette si elle peut livrer autre chose que du courrier, et elle sort un catalogue de tout ce que sa compagnie transporte. Après y avoir jeté un œil, il demande à Charlotte de faire une liste de tout ce dont elle a besoin ici, afin qu'il puisse passer une commande pour elle. Elle parcourt joyeusement le livre et passe sa commande, mais quand elle promet de le rembourser, Alan lui dit, avec assurance, de garder l'argent et de se mettre à genoux à la place. Miacha intervient et conseille à Charlotte de tenir Alan à distance, mais elle dit qu'elle lui est redevable et fera tout pour le rembourser. Alors qu'elle lance quelques coups de poing à Alan pour enseigner à Charlotte, le gars se met soudain à sourire et a une nouvelle idée sur la façon de transformer Charlotte en une américaine coquine. Le lendemain, Maisha revient avec le colis de Charlotte et Alan réalise qu'elle est totalement attachée à elle. Elle livre ensuite l'article commandé par Alan et demande ce qu'il compte en faire. Alan lui dit que c'est pour Charlotte et Michi dit que c'est logique car elle est plus active que lui. Alors que Charlotte se demande de quoi il parle, Alan claque des doigts et révèle un sac de frappe. Michi explique que c'est un équipement sportif utilisé pour pratiquer la boxe, ce qui fait que Charlotte se demande pourquoi elle doit l'utiliser. Alan dit que c'est la chose coquine du jour, et Miacha commence à rougir, pensant qu'ils sont aussi en train de casser des lits.
Ensuite, Alan demande à Charlotte d'imaginer le visage de Cécile sur le sac de frappe et de le frapper aussi fort qu'elle le souhaite. Quand elle l'hésite, il lui apprend que si être patient est bien, il est aussi important de laisser sortir sa colère. Il continue d'exhorter Charlotte à se laisser aller, mais elle dit qu'elle n'a aucune colère au départ. Même après qu'il lui ait rappelé les choses terribles qui lui ont été faites, Charlotte sourit et répond que le prince a dû avoir ses raisons de la chasser. Au contraire, elle est reconnaissante à sa famille de l'avoir élevée et croit qu'il était injuste pour Cécile d'être fiancée à elle. Alan réalise que le problème est profondément enraciné dans son cœur et que son plan de lui rendre justice ne sera pas aussi facile qu'il le pensait. Alan remarque que Charlotte a appris à réprimer ses sentiments et même si les méchants étaient punis, elle se blâmerait elle-même. Mietcha remarque alors l'inquiétude sur son visage et demande à Alan de laisser Charlotte tranquille un moment car cela va trop vite pour elle. Alan accepte, mais au lieu de la laisser seule, il demande à Charlotte de le frapper à la place, ce qui la fait paniquer. Charlotte recule, disant qu'il a tant fait pour elle et qu'elle devrait le laisser la frapper plutôt que l'inverse. Cependant, Alan n'écoute pas et utilise un sort pour la forcer à le frapper au visage, ce qui la rend folle. Alan explique que c'était de sa faute, puis promet qu'il ne l'abandonnera jamais, peu importe à quel point elle est mauvaise pour les gâteries. Il lui dit ensuite qu'elle est maintenant une femme libre, et Charlotte s'énerve parce qu'il aurait pu lui dire tout cela sans la faire le frapper au visage. La voir ainsi lui fait réaliser que Charlotte peut encore montrer sa colère comme elle le souhaite, alors il guérit ses blessures pour la faire se sentir mieux. Cependant, Charlotte commence à le réprimander parce qu'il se blesse encore à cause de sa propre obstination. Elle demande ensuite à Alan de ne plus jamais faire une chose pareille, et Alan lui retire rapidement le gant de la main. Charlotte promet qu'elle commencera à vivre plus librement à partir de maintenant, même s'il lui faudra un certain temps pour s'habituer à sa nouvelle vie. Les voyant partager un moment, Mecha est super heureuse et commence à les shipper. Elle demande ensuite à Alan de continuer à utiliser ses services, car il pourrait bientôt avoir besoin d'un lit double et d'une poussette, mais aucun d'eux ne comprend ce qu'elle veut dire. Pendant ce temps, une fille mystérieuse localise enfin le manoir d'Alan et prévoit de lui rendre visite bientôt. Le lendemain, Alan demande à Charlotte si elle aime le thé ou le café, mais ce qu'elle aime vraiment, c'est une bonne pompe matinale. Alan lui montre ensuite ce qu'il boit, et elle demande frénétiquement une tasse. Elle admet ensuite que s'échapper de prison a été la première chose qu'elle a faite seule, et demander du thé est la deuxième et dernière. Alan est heureux de la voir progresser, et lui dit de demander tout ce dont elle a besoin, car il ne refusera jamais de déboucher ses tuyaux. C'est alors que la fille de tout à l'heure saute par la fenêtre, et Alan lui demande comment elle l'a trouvée. Elle dit qu'elle a restreint sa recherche à cette région, grâce au pollen de ses lettres, puis a demandé son chemin aux habitants. Charlotte demande à Alan qui est cette fille, et elle se téléporte juste à côté d'elle, se présentant comme Iruka, une apprentie ingénieure en sorcellerie, et la jeune sœur d'Alan. Alan révèle alors qu'elle est, en fait, sa demi-sœur coincée dans la machine à laver, car il a perdu ses parents jeunes, et la famille d'Iruka l'a recueillie. Iruka demande ensuite à Alan si cette blonde est son amie avec avantage, mais ils refusent tous les deux à l'unisson. Alan prétend que Charlotte doit être dégoûtée d'être shippée avec un loser puant comme lui, mais elle dit frénétiquement que ça ne la dérange pas tant qu'il a plus de 15 cm. Iruka leur demande de lui dire la vérité, et Alan lui dit qu'elle est une criminelle en fuite d'un pays voisin. Charla hésite à révéler son secret, mais Alan lui assure qu'Iruka a les moyens de le découvrir seul. Il est donc préférable de lui dire la vérité. Après avoir appris toute l'histoire, Iruka le traite de stupide idiot. Elle se sent mal pour Charlotte parce qu'Alan lui a fait faire des choses stupides au lieu de lui donner un coup par derrière. Elle se tourne ensuite vers elle et dit que Charlotte est propre, malgré ses antécédents suspects, parce qu'Alan a la capacité de sentir les méchants, et il n'a eu aucune mauvaise vibration d'elle. Elle révèle qu'elle était initialement venue ici pour le ramener à la maison, mais maintenant, elle restera ici aussi et prendra soin de Charlotte. Cela lance une compétition entre les frères et sœurs, sur qui peut lui apprendre à être une fille coquine, et Charlotte est prise au milieu de tout cela. Plus tard, Alan utilise la magie pour la transformer en brune, afin que les gens ne la reconnaissent pas en ville. Cependant, il exige qu'il retire le sort une fois revenu car le blond lui va le mieux, ce qui la fait rougir. Iruka pense que son frère essaie de se faire une gâterie sur sa verge, et entraîne Charlotte avant qu'il ne tente quoi que ce soit de drôle. Elle l'emmène dans une boutique pour lui faire essayer différentes robes, et Alan les accompagne avec hésitation car il doit rester pour la compétition. Il se souvient alors de son enfance, quand Haruka le défiait aux échecs, et peu importe le nombre de fois où elle perdait, elle n'abandonnait jamais. Il se demande si c'était une tentative d'Haruka de se rapprocher de lui, mais il est ramené à la réalité quand Charlotte lui montre sa nouvelle robe. Alan rougit et commente que c'est un peu trop court, mais quand il se surprend à fixer ses tours jumelles soyeuses et lisses, il se frappe le cœur pour l'empêcher de battre si vite. Après que Charlotte soit partie essayer une autre robe,
Alan demande à Iruka de lui donner l'état actuel du royaume de Nero. Iruka dit qu'elle enquêtera aussi sur le prince, mais Alan lui dit de laisser tomber pour l'instant car il veut punir ceux qui ont blessé Charlotte et ne pourra pas se retenir. Iruka trouve amusant à quel point Alan est investi dans cette affaire, mais avant qu'il ne puisse en parler davantage, Charlotte demande à Iruka de l'aider à attacher le fermoir dans son dos. Charla sort alors, ressemblant à un beau morceau de viande, et quand Alan dit que c'est trop révélateur, Iruka répond que les filles doivent être agressives pour montrer leur dominance. Elle fait ensuite se retourner Charlotte et montre à Alan son dos qui est plein de cicatrices des abus qu'elle a subis. Ils agissent tous les deux comme s'ils n'avaient rien vu et déclarent un accord tacite selon lequel les personnes qui ont fait cela à Charlotte doivent être punies. Alan utilise ensuite secrètement sa magie de guérison pour faire disparaître les cicatrices car il sait que Charlotte n'est même pas consciente de les avoir. Alan dit ensuite à Iruka de l'aider à s'occuper de l'affaire et cache la vérité à Charlotte en lui racontant une fausse histoire d'Acarien. Changeant de sujet, Iruka demande à Alan de choisir une tenue pour Charlotte, et le gars en choisit une au hasard parce qu'il est trop nerveux. Cependant, cette robe s'avère être ce que ta mère porte en boîte, les faisant tous rougir. Alan décide alors que la meilleure façon de faire sentir Charlotte coquine est de la laisser acheter tout ce qu'elle veut, sans aucune restriction. Mais tout ce qu'il choisit s'avère soit laid, soit nul. Au final, ils achetaient des tas de choses pour Charlotte, mais elle n'est pas vraiment heureuse, car ils ont en gros gaspillé leur argent pour elle. Cependant, quand Alan dit que tout lui va à merveille, Charlotte commence à rougir, ce qui déroute Alan. Iruka commente alors que tout ce qu'il a acheté était nul, ce qui déclenche une autre dispute animée entre eux. Charlotte intervient et leur demande de rester calme, et ils lui disent de ne pas s'inquiéter, car c'est un mardi ordinaire pour eux. Alan réalise alors qu'il est en fait nul quand il s'agit de faire du shopping. Mais comme il doit gagner pour son ego, il continue la virée shopping jusqu'au soir. En chemin, Iruka aperçoit un gars dans un fauteuil roulant magique, et est attiré par lui comme le fer par un aimant. Alors Alan en profite pour s'éclipser avec Charlotte. Il l'emmène à un stand de bijoux où il achète une épingle à cheveux qui correspond à la couleur des yeux de Charlotte. La vendeuse demande une pièce d'argent pour cela, mais Alan lui donne une pièce d'or à la place, espérant qu'il le laisserait la taper si Charlotte ne le fait pas. Il la met ensuite dans les cheveux de Charlotte, ce qui leur fait partager un moment touchant. C'est alors que des voyous bousculent Charlotte et commencent à la réprimander pour avoir marché sans faire attention. Alan est sur le point de les réduire en poussière, mais se souvient alors que Charlotte lui a dit que se battre est mal, le poussant à s'excuser. Cependant, l'un des gars exige qu'il les laisse gifler la chatte de Charlotte pour la nuit, et Alan répond en lui brisant les doigts. L'autre sort son épée et essaie de trancher Alan, mais Alan le bat facilement et jure de le gamen s'il regarde même Charlotte. La foule se rassemble et commence à acclamer Alan pour être un méga simp, mais Alan s'excuse auprès de Charlotte d'avoir encore une fois déclenché une bagarre. Cependant, Charlotte lui prend doucement la main et lui dit que c'est bon, parce qu'il l'a fait uniquement pour la protéger. Alors qu'ils partagent un instant, Iruka les observe depuis la foule et admet avoir perdu la compétition face à Alan. C'est alors qu'une allumette géante surgit derrière eux, demandant à Alan s'il est bien celui qui a mis ses hommes hors d'état de nuire. Alan s'approche avec assurance du guide et lui demande s'il est méga. Quand le robot répond froidement, Alan est certain que c'est Megath et commence à lui tapoter la tête, ce qui l'irrite profondément. Quand il le frappe, Alan réalise que Megath ne se souvient pas de lui. Mais une fois qu'il lui révèle son identité, Megath se met à genoux et s'excuse de son comportement. Lorsque les propres hommes de Megath le provoquent, il les neutralise tous, ce qui déconcerte Charlotte. Iruka apparaît et lui explique que leur père est le président de la plus grande académie de magie du pays, et qu'Alan est le plus jeune diplômé de cet institut prestigieux. Après avoir obtenu son diplôme, il est devenu professeur à l'académie, où il a gagné son surnom, le Grand Seigneur Démon. Alan est submergé par une vague de nostalgie, mais demande ensuite à Megath de relever la tête, car il ne lui a causé aucun problème personnellement. Cependant, il a bien causé des ennuis à son associé, Charlotte, mais cela le pousse à se demander quelle est sa relation exacte avec cette femme. Il se demande si Charlotte n'est qu'une simple domestique, une seconde sœur, ou peut-être quelqu'un qui pourrait lui offrir des gâteries à faire perdre l'âme. Quoi qu'elle soit, elle est assurément quelqu'un de précieux pour Alan. Quelques jours plus tard, Mayasha et Iruka trouvent Alan d'humeur sombre, et elles sont toutes deux perplexes quant à la raison de son abattement. Quand il ne répond pas, Iruka suppose que Charlotte a dû refuser de le laisser caresser sa chatte, et sa supposition est tout à fait juste. Elle lui demande si Charlotte et lui se sont disputés, mais Alan répond que c'est bien plus complexe que cela. La nuit précédente, Alan avait dit à Charlotte qu'il lui donnerait un salaire pour son travail, mais elle pensait ne pas être assez compétente pour être rémunérée. Alan lui a alors expliqué que sa maison était dans un bien meilleur état depuis qu'elle l'avait rejoint, et l'a vivement encouragée à accepter ce paiement. Il lui a ensuite conseillé de dépenser cet argent pour elle-même, et Charlotte a dit, hésitante, qu'elle aimerait aller en ville seule. Maintenant, Alan est bloqué ici, seul, se demandant si c'est sûr, car elle pourrait être capturée une fois de plus. Iruka est surprise, car Charlotte est d'habitude très attentive aux sentiments d'Alan, mais cette action de sa part
a laissé le jeune homme en détresse. Alan révèle alors que Charlotte a retiré sa demande immédiatement, mais il ne pouvait pas la voir triste et lui a permis de partir déguisé. Alan s'inquiète pour sa sécurité, mais Iruka propose une solution simple à son problème. Tandis que Charlotte arrive en ville, les trois la suivent à distance, et Alan est fier de l'avoir utilisé la carte comme il le lui a appris. Iruka demande pourquoi elle voulait venir en ville au départ, et Alan répond qu'elle devait acheter quelque chose. Alan a essayé de lui demander ce dont elle avait besoin, mais Charlotte a refusé de le lui dire. Cependant, cela amuse encore plus Alan, car Charlotte garde maintenant des secrets et devient de plus en plus excentrique de jour en jour. C'est alors que le groupe réalise que Charlotte est un peu perdue et se dirige vers le quartier de Muir, qui n'est pas très sûr. Meisha explique qu'un groupe nommé Serpent Faon contrôle la zone et que leur chef, Gros, est un charmeur de vipères. Haruka suggère d'intervenir avant que Charlotte n'ait des ennuis, mais Alan ne veut pas s'immiscer dans sa première aventure. Il se souvient alors qu'il doit faire quelque chose et laisse Alan et les filles à leur sort. Iruka et Miesha continuent de suivre Charlotte dans le quartier de Mir, et peu après, elle est encerclée par des dizaines de membres du gang. Iruka s'inquiète pour sa sécurité et tente d'intervenir, mais Gros et les autres membres accueillent chaleureusement Charlotte, la remerciant d'être venue dans leur humble demeure. Alors qu'ils la couvrent de confettis, Iruka et Miyacha sont toutes deux confuses quant à la raison de cette gentillesse. C'est alors que Alon apparaît et révèle qu'il a effrayé Gros et ses hommes à l'avance, les forçant à être aimables avec Charlotte à son arrivée. C'est alors que Charlotte remarque qu'ils sont tous plutôt mal en point et leur donne une potion magique pour soigner leurs blessures. Son acte de gentillesse résonne tellement auprès des hommes qu'ils fondent en larmes et jurent de devenir de meilleures personnes à partir de ce jour. Alors qu'ils tombent tous à genoux, Alan observe avec admiration, amusé par sa capacité à gagner la confiance des gens. Gros demande ensuite quel est son lien avec le seigneur démon, et quand elle demande s'ils sont ses amis, il dit à ses hommes de se taire. Sinon Alan leur donnera aussi une bonne correction. Charlotte se demande alors quel est son lien avec Alan, et dit aux hommes qu'Alan lui a donné un endroit où vivre parce qu'elle n'a pas de foyer. Gardant cela à l'esprit, elle dit qu'Alan est son maître, ce qui lui brise le cœur, car cela semble immoral. Les brutes se demandent si elle a été trompée, pour servir ce misérable fou, et lui demandent si elle a besoin d'être libérée de ses chaînes. Alan réalise que sa réputation de seigneur démon effraie même les voyous, tandis que Charlotte est devenue une sorte de déesse en contraste. Il commence à croire qu'elle est trop bien pour lui, mais Charlotte dit calmement aux voyous qu'Alan est un gentleman, et qu'il doit y avoir un malentendu entre eux. Elle leur dit ensuite qu'Alan lui enseigne toutes sortes de choses coquines, ce qui leur fait penser qu'elle explore toutes les positions de Paris avec lui à toute vitesse. Alors qu'il reste là, avec des expressions vides, Charlotte dit sans réfléchir qu'elle et Alan ont fait des choses coquines toute la nuit, ce qui ruine encore plus sa réputation. En réalité, elle et Alan sont restés éveillés toute la nuit à jouer à des jeux vidéo et à manger des collations. Mais elle fait passer ça pour une nuit de folie. Après son départ, l'équipe est soulagée qu'elle s'en soit sortie. Mais quand Iruka dit qu'il y a d'autres groupes dangereux ici, Alan lui dit de ne pas s'inquiéter, car il s'en occupera. Les trois parcourent ensuite le quartier, combattant tous les gangs et rendant la zone sûre et paisible pour Charlotte. Iruka dit alors à Alan de filer, puisque tout est sûr et que Charlotte ne veut pas qu'il sache ce qu'elle achète. Mayacha se porte volontaire pour veiller sur elle, et Alan les laisse faire avec hésitation. Dans la soirée, Iruka et Alan attendent devant un bar, et Mayaka revient avec la nouvelle que Charlotte a terminé ses achats. Elle lui dit en outre que Charlotte a rencontré l'une de ses amies en chemin et qu'elle est maintenant en sécurité. Alan lui chuchote alors à l'oreille et demande ce que Charlotte a acheté. Mais Meisha dit honnêtement qu'elle ne l'a pas vu. C'est alors que Charlotte elle-même apparaît et les retrouve joyeusement. Elle révèle ensuite que tout le monde dans la rue parlait d'Alan et de la façon dont il avait sécurisé les routes en éliminant les voyous. Alan réalise qu'il n'a fait cela que pour Charlotte, mais ses actions l'ont involontairement transformé en héros de cette ville. La connaissance de Charlotte le remercie pour tout et lui dit qu'elle a eu de la chance avec son choix de petite amie. Après son départ, Alan et Charlotte rougissent d'OS tous les deux et Alan demande, hésitant, comment s'est passée sa journée pour détourner le sujet. Charlotte lui raconte avec enthousiasme ce qu'elle a acheté et sort deux cadeaux, l'un pour Ruka et l'autre pour Miyasha. Alors qu'elle l'entoure avec excitation, Alan reste là, le cœur brisé et jaloux, car elle ne lui a rien offert du tout. Iruka et Meisha exhibent ensuite leur peluche de chat et un nouveau chapeau respectivement, et Alan lui demande sévèrement si elle lui a aussi acheté quelque chose. Charlotte dit qu'elle a cherché parmi de nombreuses choses pour trouver quelque chose qui le rendrait heureux, mais qu'à la fin, elle a abandonné car elle n'avait aucune idée de ce qu'il aimait, à part les filles gothiques plantureuses. Alan soutient qu'il aurait été heureux avec n'importe quoi, alors Charlotte propose de raccommoder sa robe pendant qu'il lui en dit plus sur lui-même, afin qu'elle puisse savoir ce qu'il aime. En entendant cela, Alan commence à avoir des papillons et ressent une douce chaleur dans son cœur. La nuit, Charlotte rend le livre qu'il lui a prêté et révèle qu'il lui a appris tant de choses sur la région. Alan lui demande alors si elle aimerait explorer une zone du livre, mais Charlotte hésite,
sachant qu'il l'emmènera en voyage même si elle lui est déjà redevable. Elle dit même qu'elle préfère passer la plupart de son temps au manoir avec lui, et qu'elle ne devrait pas faire de choses coquines si souvent, sinon elle deviendra une mauvaise fille. Alan n'a aucune intention de la corrompre, et veut seulement qu'elle expérimente la joie d'être traversée par un gros engin. Alors il insiste pour qu'ils partent en voyage demain matin. Il la prend ensuite par le menton, et lui demande où elle veut aller. Mais quand elle ne parvient pas à répondre, il décide de s'infliger une autre malédiction mortelle. C'est alors que Mayancha entre dans la pièce avec une autre livraison, qui s'avère être un voyage dans la région du Noah. Le lendemain, Alan emmène Charlotte dans la région du Noah, à 3 heures de route de son manoir. Charlotte est fascinée de voir les plaines, expliquant que tout ce qu'elle avait toujours vu, c'était des montagnes dans le royaume de Niras. Alan lui demande alors de se détendre, car c'est une zone rurale, et ses avis de recherche n'étaient pas encore parvenus ici. Charlotte demande ensuite pourquoi il n'a pas choisi Iruka pour le voyage, et Alan répond que c'est parce qu'elle avait des courses à faire. À son insu, Iruka et Miesha suivent leur chariot déguisé, excités à l'idée de voir Alan prendre la virginité de Charlotte. Elles ont toutes deux hâte de les voir développer leur relation, et sont même allées jusqu'à payer le voyage avec leur propre argent. C'est alors qu'elles passent devant une auberge, et Charlotte montre à Alan que c'est la plus populaire de la région, selon le guide. Alan lui demande si elle est excitée à l'idée d'essayer l'hôtel, et quand Charlotte répond nerveusement « oui », il la démasque immédiatement pour son mensonge. Alan commence à feuilleter le livre pour trouver quelque chose que Charlotte aime, mais elle le lui arrache et admet qu'elle a hâte d'aller à la source chaude. Même si c'est un peu embarrassant pour elle, elle croit qu'Alan se moquera d'elle pour ses demandes enfantines, mais Alan la rapproche de son visage et lui assure qu'il satisfera tous ses désirs sans jamais se moquer d'elle. À leur arrivée au complexe, ils sont accueillis par la réceptionniste qui les guide vers la source chaude et les prend pour un jeune couple en lune de miel. Cela sème la panique entre eux, et quand Alan demande comment elle en est venue à cette conclusion, la réceptionniste répond que leur forfait de voyage est destiné au couple marié. Alan réalise alors que tout faisait partie du plan de Misha, ignorant qu'elle et Iruka les surveillent constamment. La réceptionniste demande ensuite à Alan de prendre le forfait quand même, car c'est le plus cher et le plus luxueux, et le jeune homme accepte avec hésitation. Plus tard, elle leur offre une boisson de bienvenue dans la chambre, mais c'est un seul verre avec 2 pailles. Iruka est excité de les voir si amoureux boire dans le même verre, mais Alan finit par tout boire d'un trait, tout seul. Ils sont ensuite conduits à l'établissement de sources chaudes, et la réceptionniste leur conseille de choisir le bain en plein air. Alan est d'accord avec elle, car cela l'empêchera de fixer l'usine de Charlotte. Mais la panique monte quand elle emmène Charlotte pour lui trouver un maillot de bain. Alan attend alors près de la piscine, et se demande jusqu'où il jettera son lait en voyant Charlotte en maillot de bain. Il accepte d'arrêter son cœur avec de la magie s'il ne peut pas se contrôler, mais quand Charlotte arrive enfin ressemblant à un repas complet, son cœur s'arrête sans utiliser de magie. Elle croit que ça ne lui va pas bien, mais Alan fixe les melons du regard et lui assure qu'elle est extraordinairement belle aujourd'hui. Après un moment gênant, Alan l'entraîne dans l'eau pour qu'il puisse de l'eau faire les choses qui ne peuvent être faites que dans une source chaude. Les deux passent ensuite des heures à jouer et terminent à leur journée en regardant le coucher de soleil dans la source. Iruka et Mayasha observent de loin, ravis que leur plan pour qu'Alan ait une aventure se déroule bien. Pendant que Charlotte profite de son temps, Alan demande à la réceptionniste d'apporter de la glace afin qu'il puisse la manger dans l'eau et se sentir encore plus coquin. Il utilise ensuite un sort magique pour s'assurer qu'elle ne fond pas, et Charlotte adore chaque bouchée. Pendant ce temps, Iruka est un peu triste de voir son frère garder ses distances avec Charlotte, mais elle est distraite quand tout le monde à la source chaude commence à commander de la glace à la réceptionniste. C'est alors qu'un père demande à Alan de jeter un sort sur sa glace, aussi pour que son fils puisse en profiter. Et Alan décide de les aider tous parce qu'il est de bonne humeur. Plus tard, la réceptionniste remercie Alan pour son aide, déclarant qu'ils ont vendu beaucoup de glace grâce à lui. Pour lui rendre l'appareil, la réceptionniste propose de rendre leur visite touristique de demain aussi spéciale que possible. Alan lui demande alors si elle a des recommandations, et elle suggère de visiter les Fenrir, des êtres magiques, nobles et paisibles qui portent chance à quiconque les voit. Cependant, comme les Fenrir sont en période de reproduction et viennent rarement dans les montagnes, elle conseille d'aller au zoo, ce qui excite Charlotte. La nuit, alors qu'ils se dirigent vers leur chambre, ils voient la pièce décorée pour s'amuser, ce qui les fait paniquer. À leur insu, tout avait été arrangé par Iruka et Meisha, espérant qu'Alan aurait enfin l'occasion de briser son sceau. Pendant ce temps, Alan et Charlotte se préparent à dormir, se rappelant que la réceptionniste leur avait dit qu'il y avait un cristal magique qui leur permettait d'avoir n'importe quel rêve. Alors qu'ils s'allongent, Alan demande à Charlotte quel rêve elle veut voir, et elle dit qu'elle aimerait voir sa mère décédée. Quand elle dit qu'elle a du mal à s'endormir, Alan utilise un léger sort hypnotique pour l'endormir, et après avoir vérifié son pouls et son rythme respiratoire, il utilise un sort plus puissant pour se coucher lui-même.
Le lendemain, il se réveille et voit Charlotte les yeux larmoyants, qui explique qu'elle a pu voir sa mère dans le rêve. À son insu, Alan était aussi dans ce rêve, et l'a vu parler de lui à sa mère. Le lendemain, il visite le zoo où il voit beaucoup de créatures magiques, mais Charlotte est tendue, car elle ne veut pas entraîner Alan avec son souhait égoïste. Alan lui assure que tout va bien, et lui demande ce qu'elle aimerait faire, et Charlotte pointe du doigt, hésitante, le zoo pour enfants. Il lui dit ensuite de demander tout ce qu'elle veut, mais quand Charlotte hésite, il fait semblant, une fois de plus, de s'infliger une malédiction mortelle au cœur. Après son numéro d'acteur exagéré, Charlotte prend 2 paires d'oreilles de chat et demande à Alan d'emporter une avec elle. Alors qu'il achète la paire, un groupe d'êtres magiques le surveille, et leur chef, un capybara infernal, est prêt à le combattre avec sa meute d'éphémères. Plus tard, Alan voit une affiche sur le capybara et se souvient qu'ils peuvent raser une montagne s'ils ont faim. Charlotte, quant à elle, commence à pleurer car elle trouve leur présence ronde et duveteuse tout à fait attachante. Elle remercie Alan de lui avoir permis de vivre des choses qu'elle n'avait jamais vécues auparavant, mais Alan lui rappelle qu'elle n'a encore rien caressé. Alan essuie ses larmes et l'emmène à l'intérieur où il parle aux lapins dans leur langue et leur demande de jouer avec Charlotte en échange de nourriture. Cependant, quand il tourne son attention vers Charlotte, il est choqué de voir qu'elle s'est déjà liée d'amitié avec presque toutes les créatures magiques du zoo. Même après qu'elle soit sortie, les animaux continuent de l'aimer à distance, et disent avec colère à Alan de ne pas lui faire de mal, sinon ils le traqueront. Se rappelant comment Charlotte était entourée d'animaux quand il l'a trouvée pour la première fois, il lui parle des différentes affinités magiques dans le monde, et croit qu'elle est une dompteuse de bêtes. À en juger par sa capacité à se lier d'amitié avec les animaux avec aisance et sans entraînement, il est fort probable qu'elle possède de tels pouvoirs. Avant qu'il ne puisse s'y attarder davantage, la gardienne du zoo arrive en courant et demande à Alan de l'aider. Elle l'emmène au dôme, où plusieurs membres du personnel parcourent de nombreux livres, et le membre âgé reconnaît immédiatement Alan comme le professeur de l'académie de magie. Il les emmène ensuite dans l'arrière-salle, où un Fenrir blessé et en colère est en cage. Le directeur révèle qu'il a été séparé de sa meute et a été abattu par un braconnier qui voulait probablement vendre sa fourrure et sa peau de haute qualité. Maintenant, il est furieux et ne veut parler à personne, et ils ont besoin d'un expert pour le calmer afin de pouvoir soigner ses blessures. Alan essaie de lui parler, mais en vain. Et avant qu'il ne puisse trouver quoi faire avec lui, la gardienne du zoo arrive et dit que la mère de Fenrir est en route. Alan réalise qu'une mère Fenrir est assez forte pour anéantir une ville entière, et rendre le petit dans cet état ne fera qu'aggraver la situation. Dans un moment de panique, Alan demande au personnel de vider le zoo pendant qu'il retient la mère, mais Charlotte décide d'utiliser ses pouvoirs de dompteuse de bêtes pour calmer le petit. Alan refuse de la mettre en danger, mais quand Charlotte et les autres insistent, il est heureux de savoir que Charlotte n'a pas encore assez grandi pour se battre pour les autres. Il demande ensuite au directeur de la laisser parler au petit, pendant qu'il sort, et retient la mère. Pendant ce temps, Iruka et Mayesha profitent du soleil, quand elles entendent l'annonce d'évacuer le zoo. Alan trouve alors une meute de Fenrir se dirigeant vers le complexe et utilise une barrière magique pour protéger les personnes à l'intérieur. Il utilise ensuite un sort de glace pour geler les autres petits, seulement pour être attaqué par une mère Fenrir géante. Alan est presque écrasé par elle et décide de l'abattre, mais le capybara infernal apparaît et lui demande de reconsidérer ses actions. Il se présente ensuite comme Gosetsu et révèle qu'il est venu ici pour sauver la dame qui est forcée de rester aux côtés d'Alan. Alan demande comment il connaît Charlotte, et Gosetsu révèle qu'il l'a rencontrée une fois quand il s'est faufilé hors du zoo. Avant qu'il ne puisse la sauver, Alan est apparu sur les lieux et l'a emmenée chez lui, et il la surveille depuis lors. Il a conclu qu'Alan est une personne maléfique et qu'il doit l'éliminer pour la sauver, mais Alan le traite de jaloux, ce qui déclenche une bagarre entre les deux. Alors que leur bataille continue, Gosetsu jure de détruire tout le royaume, car cela cause de la douleur à Charlotte. Il dit aussi au Fenrir qu'Alan est celui qui a pris leur petit, alors maintenant, ils s'alignent tous pour lui faire mordre la poussière. Alan commence à devenir nerveux, car même lui ne peut pas en affronter autant à la fois, mais Charlotte arrive soudainement avec de l'aide et révèle qu'elle a réussi à apprivoiser le petit. Alan demande qui sont ces animaux, et Charlotte révèle qu'ils sont tous venus d'eux-mêmes parce qu'ils voulaient la protéger. Il s'avère que Charlotte peut déjà comprendre leur langage, ce qui choque Alan car il lui a fallu 6 mois pour maîtriser le langage de base des créatures. Charlotte dit ensuite à la mère Fenrir qu'Alan n'est pas le braconnier, et Gosetsu en profite pour lui dire qu'Alan est un homme misérable qui la traitera mal. Cependant, Charlotte soutient qu'Alan ne lui a donné que de l'amour et des coups de rein, et c'est grâce à lui qu'elle a enfin expérimenté les plaisirs de la vie. Gosetsu commence à penser qu'elle est manipulée et essaie d'utiliser la force pour l'emmener, mais Alan l'affronte de front et le neutralise avec sa magie. Gosetsu reprend ses esprits et réalise qu'Alan pourrait en fait être amoureux d'elle, car la seule raison pour laquelle un homme porte des oreillesses de chat est d'obtenir des caresses. À leur retour, la réceptionniste remercie Alan pour son aide, mais il attribue tout le mérite à Charlotte,
car cela n'aurait pas été possible sans elle. Malgré s'être beaucoup amusé, il est maintenant temps de rentrer à la maison, mais avant qu'ils ne puissent partir, ils sont arrêtés par la mère Fenrir et ses petits qui sont venus leur dire au revoir. Charlotte se souvient alors qu'ils n'ont toujours pas trouvé les vrais braconniers, mais tout cela est réglé grâce à Iruka et Miacha. Quand les braconniers ne montrent aucun remords pour leurs actions, Alan s'assure qu'ils ne pourront pas échapper à la punition et laisse la mère Fenrir les discipliner. Alors qu'ils se préparent à partir, l'un des petits Fenrir insiste pour venir avec eux, et Alan ne comprend pas pourquoi la mère a laissé son petit libre. La réceptionniste explique alors que leur région est à 1 heure d'ici, donc le petit peut toujours revenir voir sa mère si besoin est. Alan invite ensuite le petit à vivre dans leur manoir comme un membre de leur famille, et Charlotte est tellement impressionnée par sa gentillesse qu'elle pourrait bien se mettre à genoux. Elle est super heureuse d'apprendre qu'elle fait aussi partie de sa famille, ignorant qu'Allen est un résident de l'Alabama. Alors qu'il rentre, Osetsu s'impose et se nomme garde du corps de Charlotte en guise d'excuse pour avoir causé des ennuis. À la maison, Charlotte nomme la Fenrir loup et part se promener avec elle, laissant Alan se sentir un peu à l'écart. Gozetsu le remarque et déclare l'aimer autant qu'Alan, c'est pourquoi il restera ici pour toujours, même si Alan n'est pas d'accord. Alan admet aussi être un peu jaloux que Charlotte ne passe plus autant de temps avec lui qu'avant, mais il est content qu'elle ait une amie. Il y a quelques nuits, Charlotte a demandé à Alan de lui en apprendre plus sur les créatures magiques, et Alan a passé les jours suivants à l'éduquer sur les différents types d'animaux et comment les apprivoiser. Pendant ces jours, Alan a réalisé que Charlotte était une élève passionnée et travailleuse, et il est ravi de découvrir une nouvelle facette d'elle. Elle utilise ensuite son nouveau pouvoir pour commander Lou et lui faire du parcours, à sa grande surprise. Alan est impressionné, affirmant que personne qu'il connaisse n'a jamais communiqué avec un Fenrir de cette manière. Gosetsu le traite de simp pour avoir encensé Charla, sachant très bien qu'il ne pourra jamais la séduire avec lui dans les parages. Alan essaie de caresser Lou pour rester dans le coup, mais Lou grogne contre lui, poussant Charla à la gronder. Elle s'excuse aussi auprès d'Alan, mais le jeune homme admet qu'il n'a pas ce qu'il faut pour apprivoiser Lou, il vaut donc mieux qu'il ne la touche pas. Gosetsu affirme que Charlotte a atteint le stade de la conversation bestiale, ce qui signifie qu'elle peut parler dans sa propre langue et comprendre tout ce que la créature dit. Elle demande ensuite comment Gosetsu peut communiquer avec eux tous, et Gosetsu dit qu'il a appris à parler le langage humain. Il suggère à Charlotte d'essayer la conversion avec Lou, la poussant à activer un sort magique. Au début, Lou semble insensible, mais quand Alan essaie de réconforter Charlotte, elle lui dit de garder ses sales pattes loin de sa maman. Lou et Charlotte commencent alors à parler en langage humain, et même si elle est super heureuse, Lou s'assure de grogner sur Alan pour affirmer sa dominance. Plus tard, Alan utilise un sort magique pour créer une baignoire pour Lou, et Charlotte lui demande de remercier Alan. Bien qu'hésitante, Lou obéit et y saute, suivi de Gosetsu qui se transforme en femme pour s'intégrer. Pendant qu'ils jouent à l'intérieur, Alan savoure ce moment paisible et réalise que Charlotte s'est vraiment épanouie depuis qu'elle est arrivée ici. Son cœur se met à battre vite quand il la regarde, mais il pense que c'est un effet secondaire d'avoir jeté trop de sorts dessus. Après un moment, Charlotte le rejoint et le remercie pour tout, mais Alan dit qu'il ne fait que tenir sa promesse de lui apprendre des choses coquines sur la vie. Leur conversation dévie vers le manoir, et Alan révèle que les anciens propriétaires de cet endroit ont disparu sans laisser de traces. Apparemment, c'était un elfe excentrique qui vivait ici il y a 30 ans. Et si certains disent qu'ils se sont suicidés, d'autres affirment qu'ils ont été dévorés par un monstre de leur propre création. Juste à ce moment, Alan se tourne vers Charlotte et la voit horrifiée, non pas à cause de l'histoire, mais parce que le corps de Gosetsu est couvert de champignons rouges. Alors qu'il se précipite d'un pour vérifier, il réalise que les champignons sortent de la source d'eau. Et soudain, une jeune femme aux cheveux blancs surgit du sol, réclamant ses champignons. Elle les emmène ensuite dans son sous-sol, où elle se présente comme Dorothea. Et Alan examine la pièce, ce qui lui indique qu'elle y vit depuis un certain temps. Charlotte s'accroche au bras d'Alan, car elle pense que Dorothea est un fantôme, ignorant que son geste a provoqué une scène de crime dans le pantalon d'Alan. Dorothea leur demande, choquée, qui ils sont, et quand Alan dit qu'il vit dans le manoir, elle révèle que l'endroit lui appartient. Alan lui demande si elle est l'elfe disparu, il y a 30 ans, et Dorothea est choquée d'apprendre qu'elle n'a pas vu la lumière du jour depuis 3 décennies. Alors qu'elle se dirige vers la surface, Gosetsu devine qu'elle est une elfe noire, et Alan ajoute que les elfes noirs sont une race rare avec un statut d'élite. Alan réalise que c'est peut-être la première fois que quelqu'un voit un elfe noir, un capybara et un Fenrir au même endroit, mais il ne comprend pas pourquoi une elfe noire s'est cachée pendant 30 ans. Il réalise aussi que la maison lui appartient toujours, et s'il règle ça par la justice, la sécurité de Charlotte pourrait être compromise. Pour résoudre l'affaire rapidement, Alan demande à Dorothea de lui vendre ce manoir, et elle les laisse utiliser l'endroit gratuitement tant qu'il la laisse garder le sous-sol.
Cependant, sa seule condition est qu'il l'aide avec une affaire personnelle. Alan demande à Dorothea ce qu'elle veut, et l'elfe confesse qu'elle est en fait une auteure célèbre. Elle explique qu'elle a eu un énorme blocage d'écrivain en rédigeant un roman d'amour et s'est cachée de son éditeur pendant 30 ans. Maintenant, après les avoir vus, lui et Charlotte, ensemble, elle se sent soudainement inspirée et exige qu'ils commencent à s'embrasser pour qu'elle puisse avoir du matériel pour son histoire. L'instant d'après, Alan joue déjà une scène romantique avec Charlotte où elle saute du balcon dans ses bras et les deux se déclarent leur amour. Cependant, Dorothea le réprimande pour avoir utilisé la magie afin de faire léviter le corps de Charlotte au lieu de la toucher directement. Alan admet que tenir Charlotte est un peu embarrassant, mais Dorothea lui demande de grandir un peu. Plus tard, elle les gronde pour être nulle en flirt et leur donne un script à suivre, mais Alan regrette déjà d'avoir dit oui à son acte absurde. Bien que le manoir soit en jeu, Alan revient soudainement sur sa parole et refuse de jouer, déclarant que Charlotte doit détester voir tête de clown de si près. Étonnamment, Charlotte dit qu'elle le laisserait totalement la séduire, même s'il ressemble à un raté de Kinaki et que ça ne la dérange pas de flirter avec lui pour la scène. Alan est si choqué qu'il se cogne la tête contre le mur et finit par saigner, au grand désarroi de Charlotte. Après qu'elle lui ait mis un pansement sur la tête, elle demande à Alan de réessayer, et le jeune homme accepte d'agir avec hésitation. Cependant, il refuse de faire quoi que ce soit qui viole la moralité publique. Comme s'il ne souhaitait pas secrètement sauter Charlotte toute la nuit, Dorothy accepte et leur donne le nouveau script révélant qu'ils doivent jouer des jeunes mariés dans la scène. Alan joue alors le mari qui rentre du travail, mais elle le gronde pour avoir agi de manière peu naturelle. À la prise suivante, il passe la porte et est accueilli par Charlotte, qui joue la femme au foyer et la voir fait battre son cœur. Charlotte lui demande ensuite s'il préférerait dîner d'abord ou manger sa chatte. Et la simple pensée suffit à faire jouir Alan partout sur le plateau. Dorothea le gronde encore une fois pour avoir gâché la scène, mais Alan lui reproche de faire dire des choses inappropriées à Charlotte. Dorothea accepte de rester sage et lance une autre scène. Cette fois, Charlotte serre le ragoût d'Alan et reçoit l'instruction de le nourrir de ses propres mains, ce qui fait rougir le jeune homme. Tout se passe bien, jusqu'à ce qu'elle l'appelle Al au lieu d'Alan. Et encore une fois, la scène est gâchée. Quand il interpelle Dorothea, elle prétend que les surnoms sont très normaux chez les jeunes mariés et lui demande même d'appeler Charlotte Charlie. Alan pense qu'elle essaie juste de jouer avec eux, mais Dorothea saute la scène des jeunes mariés et passe à la suivante, une situation de vie scolaire. Dans la scène suivante, Alan est dépeint comme un punk loup solitaire qui tombe sur des voyous en train de kidnapper Charla. Pour la sauver, il entre seul en territoire ennemi, où il rencontre Gozetsu et Lou jouant le rôle des méchants. Une bagarre éclate entre les deux, et Alan semble plus faible au début. Cependant, lorsque la sécurité de Charlotte est menacée, il gagne en puissance et les bat en une seule attaque. Charlotte remercie ensuite Alan de l'avoir secouru, ce qui rappelle à Alan la fois où il s'est occupé des voyous qui la harcelaient. La scène suivante montre Alan la plaquant contre le mur. Mais dès qu'il le fait, son cœur se met à faire un marathon. Alors qu'il contemple ce qu'il ressent pour elle, Gosetsu demande qui il est et Alan répond qu'il est son gardien. Dorothea l'interrompt immédiatement et le gronde pour être sorti du script, lui rappelant qu'il était censé dire que Charlotte fait partie de son cœur. Après la scène, Alan réalise que s'il lui dit ce qu'il ressent, Charlotte se forcera à lui rendre ses sentiments, ce qu'il ne veut pas. Dans la scène suivante, Dorothea leur demande de jouer une histoire de Cendrillon, et même si Alan est fatigué, il accepte de le faire car Charlotte semble en être heureuse. Dorothea leur remet ensuite le script, et pendant que la scène se déroule, Charlotte est présentée comme la fille d'une maîtresse traitée comme une servante. Après s'être fait gronder par sa mère, Charlotte s'interroge sur le sens de sa vie jusqu'à ce qu'un loup magique apparaisse et lui offre une transformation. Il l'emmène ensuite au bal où le prince Alan l'attend. Avant que sa mère ne puisse interférer, elle et Alan se rejoignent dans les escaliers et le jeune homme lui demande de danser avec lui. Alors qu'il danse, Charlotte pose sa tête sur sa poitrine, réalisant que son cœur s'emballe chaque fois qu'elle est près d'Alan. Après que l'horloge ait sonné minuit, Dorothea demande une coupure et félicite Charlotte pour sa performance. Même Lou et Gozetsu la complimentent, ce qui agace Alan car personne ne le félicite pour ses efforts. Quand Lou refuse de lui apporter de l'eau, Charlotte lui offre son propre verre, et le jeune homme rougit car c'est le même vieux baiser indirect bidon. Dans la continuité de la scène précédente, Charlotte est censée passer à autre chose et oublier ce qui s'est passé au bal. Alan retourne à son manoir à sa recherche avec un ornement capillaire, mais sa mère ment en disant qu'il lui appartient. Alan la rejette rapidement et tourne son attention vers la femme de chambre, réalisant que la couleur de ses yeux correspond à celle de l'ornement. La reconnaissant enfin, Alan lui demande si elle peut venir avec lui, mais Charlotte dit qu'elle n'est pas digne, car elle est la fille d'une maîtresse. Alan écarte ses inquiétudes et promet de la protéger pour toujours,
lui faisant réaliser que c'est très similaire à leur dynamique dans la vraie vie. Elle improvise et lui demande ce qu'il ressent pour elle, et juste avant qu'Alan n'exprime son amour, ils sont interrompus par un homme étrange qui fait un trou dans le mur en frappant. Il s'approche ensuite de Lou et aperçoit Dorothea cachée sous la couverture, ce qui signale qu'il est l'éditeur dont elle s'est cachée pendant 30 ans. Elle essaye de s'enfuir, mais est ligotée, et le type trouve incroyable comment elle a réussi à se cacher de lui toutes ces années. Dorothea dit qu'elle a pris des précautions supplémentaires pour cacher son identité, et il dit qu'il ne serait pas dans cette situation si elle avait utilisé cette énergie à écrire quelque chose. Le type paie ensuite à Alan le coût des dommages à sa propriété et porte Dorothea sur son dos. Dorothea supplie Alan de l'aider, pensant qu'elle sera noyée dans l'océan, mais l'éditeur dit qu'il va commencer par un cratère volcanique. Après leur départ, Charlotte demande à Alan ce qu'il allait dire plus tôt, mais ils deviennent tous deux nerveux et décident chez Sartre de remettre ça à un autre jour. Juste à ce moment, Iruka fait irruption et révèle que la sœur cadette de Charlotte, Natalia, a des ennuis. Après le décès de sa mère, elle n'avait personne vers qui se tourner, sauf Natalia qui l'a toujours traitée avec gentillesse et s'est battue avec son père. Leur bagarre fut si violente qu'elle dura 3 jours et 3 nuits, et les gens en parlent encore aujourd'hui. Iruka révèle que leur lieu de combat lui montrera les environs plus tard. Alors qu'ils rentrent chez eux, Alan explique que son beau-père est en fait son oncle qui l'a recueilli après que ses parents soient morts soit partis chercher du lait chez Dieu. Charlotte révèle ensuite qu'elle est nerveuse, car ses actions ont dû causer des ennuis à Natalia. Mais Alan l'assure qu'ils peuvent tout arranger une fois qu'ils l'auront trouvé. Juste à ce moment, il remarque une altercation à proximité, mais avant qu'ils ne puissent arrêter le combat, un gentleman aux cheveux blancs s'approche de la scène et envoie les coupables à l'âge de glace. Suite à cela, il se téléporte vers le groupe et salue Iruka et Alan. Il se tourne ensuite vers Charlotte, mais avant qu'Alan ne puisse éclaircir le malentendu, Iruka lui fait signe de garder le silence. Réalisant que cela fait partie du plan d'Iruka pour le tirer d'affaire, il se tourne vers Charlotte et a du mal à parler. Charlotte lit pratiquement dans ses pensées et se présente à Harvey, énumérant toutes les bonnes choses à propos d'Alan, y compris son sabre de viande géant. Harvey accepte Charlotte de tout cœur et suggère même qu'elle s'installe avec Alan, mais Alan dit qu'il compte vivre une vie de solitaire pour toujours. Iruka explique que Harvey veut qu'Alan prenne sa place de président, mais Alan ne veut pas être lié par sa profession. Charlotte pense que Harvey est très généreux d'offrir son siège, mais avant qu'Alan ne puisse expliquer la vraie raison derrière cela, une rejetée de zéro tout entre avec du thé et se présente comme la belle-mère d'Alan, Liselotte. Alan ensuite, et Harvey confirme qu'il veut donner plus de frères et sœurs à Alan. Alan leur demande alors d'arrêter de jacasser et d'aborder le sujet qui fâche, et Harvey explique que Natalia étudie actuellement à leur académie. Il s'avère que la famille Evans est en plein tumulte, mais en réalité, Natalia les a intimidés pour qu'ils fassent cause et corvée, à leur grande surprise. Mais il ne l'arrête pas, car il ne veut pas interférer dans les affaires personnelles des étudiants. Charlotte commence à paniquer, en pensant que Natalia est devenue une méchante, mais Harvey démontre que si elle fait faire sa volonté aux autres, elle a aussi ses moments de gentillesse. Harvey croit en la liberté des étudiants. Alan est d'accord, et se tourne vers Charlotte, lui disant qu'il est préférable qu'elle cache son identité pour l'instant, et rencontre Natalia déguisée. Pendant que Harvey travaille sur leurs fausses identités, Alan décide de réserver un hôtel. Mais Liselotte les convainc de rester ici pour la durée de leur séjour. Après son départ, Alan reste là, mal à l'aise, mais Charlotte lui dit, avec hésitation, de simplement s'allonger avec elle. La nuit, Alan est au lit, avec Charlotte, et il s'excuse auprès d'elle, car il a menti plus tôt sur leur relation, et maintenant ils sont là. Charlotte lui lance un regard qui dit qu'elle est prête pour son pogo stick, mais Alan s'agite et utilise un sort magique pour s'endormir. Quand sa magie échoue, il réalise que son lit est recouvert de matériaux scellant la magie, et la seule personne capable de faire ça est Iruka, qui l'attend pour tirer un coup sur son pôle nord. Alors qu'Alan essaie de s'endormir, Charlotte se tourne vers lui et commence à jacasser sur le fait que ses beaux-parents sont heureux en mariage, et comment elle les idolâtre en tant que couple. En entendant cela, Alan commence à imaginer sa propre vie avec Charlotte et demande s'il devrait devenir un simp comme son père. Charlotte est troublée en entendant cela. Alors Alan l'assure qu'ils n'ont pas besoin d'aller aussi loin pour une feinte, à moins qu'elle ne le veuille. Charlotte lui demande ensuite ce qu'il allait dire quand il faisait des sketchs pour Dorothea, et Alan commence à devenir nerveux, se demandant s'il devrait lui dire la vérité. Alan s'avoue qu'il aime passer du temps avec Charlotte, tandis que Charlotte pense que tout est bien plus amusant avec Alan. Alan ne veut pas que Charlotte se soumette à son désir égoïste, tandis que Charlotte ne veut pas déranger Alan avec son statut de recherché, plus qu'elle ne l'a déjà fait. Finalement, ils décident mutuellement de ne pas en parler et d'aller dormir. Le lendemain, Alan jette un sort pour changer l'apparence de Charlotte, seulement pour être bandé par sa propre création. Peu après, il se dirige vers l'académie de magie et trouve Natalia assise près de la même fontaine. Dès qu'Alan l'approche, elle change de posture comme une combattante vétéran
et Alan est choqué de la voir devenir si efficace en seulement 3 mois. Elle lui demande qui il est, et Alan révèle qu'il est un professeur suppléant de la famille Crawford. Les alliés de Natalia le reconnaissent comme l'enfant le plus turbulent de l'école, qui se battait avec ses propres professeurs s'ils s'opposaient à lui, et il est même célèbre pour avoir combattu le directeur pendant 3 jours d'affilée. Natalia demande qui est la fille à côté de lui, et Alan la présente comme son assistante, Charlot. Il révèle ensuite qu'il a été chargé de discipliner les élèves difficiles, et quand il lui tend une main amicale, Natalia l'ignore et passe devant lui. Pendant ce temps, Charlot est folle de joie, car elle a pu parler à Natalia après si longtemps. Alan lui dit que ce n'est que le début, car elle deviendra bientôt la meilleure amie de Natalia, et la simple pensée suffit à la faire pleurer. Pendant le cours, Alan et Charlot s'assoient à côté de Natalia, qui les impressionne en signalant une erreur dans la formule du professeur. Natalia apprend aussi que Charlot ne connaît rien au tableau, et Alan s'excuse en disant qu'elle est nouvelle et en train d'apprendre les bases de la magie. Alan demande ensuite à Charlot d'apprendre de Natalia, et Charlot la convainc de lui enseigner en utilisant ses privilèges de beauté. Après le cours, Charlot remercie Natalia de lui avoir enseigné, et révèle qu'elle a été protégée par Alan jusqu'à présent. Cependant, maintenant, elle veut devenir plus forte, pour pouvoir prendre soin d'elle-même et des autres autour d'elle. Elle promet de pratiquer la magie de la foudre, comme Natalia le lui a enseigné. Mais Natalia dit que c'est un sort assez difficile et qu'elle est libre de demander de l'aide à nouveau si elle le souhaite. Juste à ce moment, Lou et Gozetsu arrivent avec le déjeuner, et toute l'académie est choquée de voir 2 créatures légendaires avec Charlot. Natalia demande qui elle est vraiment, et Charlot explique qu'elle est une dresseuse de bêtes pendant le déjeuner. Charlot remet ensuite en question le choix de déjeuner de Natalia, soulignant qu'il est déséquilibré et qu'il manque de salade. Alors qu'elle part en chercher, Natalia se demande pourquoi elle se soucie tant d'elle, ce qui pousse Alan à dire que c'est parce que sa sœur cadette a à peu près le même âge. Natalia lui demande alors hardiment s'il a été envoyé par les Evans, déclarant qu'ils ne sont des nobles que de nom et qu'elle est venue ici pour quitter la famille. Alan la réconforte en disant qu'il sait ce qu'elle a traversé, y compris l'affaire avec sa sœur Charlotte. Mais Natalia devient soudainement très sérieuse et lui dit de ne plus jamais aborder ce sujet. Alors qu'elle se prépare à partir, elle est confrontée par un type nommé Chris, qui la voit comme une rivale et promet de mettre fin à son règne. Natalia ignore ces conneries et continue de marcher, mais quand elle voit les hommes de Chris intimider Charlot, elle agit immédiatement contre eux. Avant que la situation ne dégénère, Alan intervient et les calme, leur rappelant qu'ils sont à la cafétéria. Natalia lui reproche de ne pas se soucier de son assistante, mais Alan déclare d'un ton menaçant qu'il veut seulement changer de décor. Il lance ensuite une barrière subspatiale et tabasse la bande de Chris, tout en lui donnant une leçon sur la façon de gérer de telles situations. Après avoir maîtrisé les étudiants, Alan est sur le point de les frapper avec une bombe spirituelle de pleine taille, mais Charlot utilise étonnamment la magie de la foudre pour dissiper son attaque. Elle gronde ensuite Alan et Natalia pour avoir fait une scène, et son ton autoritaire les fait tous deux tomber à genoux pour demander pardon. Plus tard, Alan est heureux que Charlot reprenne confiance en elle, et est fier qu'elle ait pu lui lancer un sort, alors qu'avant, elle avait peur d'un sac de frappe. Il se tourne ensuite vers Natalia, révélant qu'elle n'aidait initialement que les parias, mais a rapidement formé une armée d'entre eux et a été forcée à cette position de leadership. Elle admet qu'elle n'est venue ici que pour perfectionner son art, mais des types comme Chris rendent les choses beaucoup plus difficiles. Alan, dans un moment de pure méchanceté, lui dit qu'elle doit surmonter ces obstacles et devenir la souveraine incontestée de cette académie, à sa grande surprise. Le lendemain matin, Iruka fait irruption dans la pièce, repérant immédiatement Alan, Charlotte et Natalia. Elle salue Natalia avant de se présenter comme la sœur d'Alan et demande qui elle est. Natalia partage rapidement comment Alan lui a appris à prendre le contrôle de l'académie et à atteindre le sommet. Iruka est complètement stupéfaite, tandis qu'Alan explique que si Natalia parvient à conquérir l'académie, tous ses problèmes disparaîtront, tout comme ton père au moment de ta naissance. Après une longue discussion, Alan propose un défi majeur entre Natalia et Chris, déclarant que le vainqueur sera le véritable dirigeant de l'académie. Les yeux de Natalia s'illuminent d'excitation et Alan lui révèle qu'il possède un tour secret qui lui garantira la victoire. Elle exige aussitôt d'apprendre cette technique spéciale et Alan, visiblement amusé, lui dit qu'elle est assez intelligente pour maîtriser tout ce qu'il lui enseignera. Haruka prend enfin la parole et rappelle à Alan que leur père l'a envoyé pour guider Natalia sur le droit chemin. Pendant ce temps, Charlotte commence à paniquer, réalisant que sa petite sœur est devenue une véritable menace pour la société. Ce soir-là, Natalia bat facilement Chris, qui, ne supportant pas l'humiliation, s'en va furieux. Alors que Natalia commence à célébrer, elle remarque une entrée de donjon scellée et demande pourquoi elle est bloquée. Iruka explique nonchalamment que le boss du donjon est occupé à se faire défoncer comme ta mère en boîte, donc c'est actuellement trop dangereux d'entrer.
Avant que Natalia ne puisse répondre, ses subordonnés arrivent et annoncent fièrement qu'ils se sont occupés de tous les fauteurs de troubles de l'académie. Quelque peu impressionnée, Natalia reconnaît leur travail, mais le moment est interrompu par l'apparition de Gozetsu et Lu. Natalia s'illumine instantanément et remercie Gozetsu d'avoir aidé à entraîner ses sbires. Gozetsu montre ensuite son autorité sur les étudiants en les disciplinant, et Natalia la reconnaît comme professeur. Après le départ de ses subordonnés, Alan se tourne vers Natalia et lui demande pourquoi elle ne l'appelle jamais professeur. Mais elle lui dit de ne pas s'emballer. Juste à ce moment, le ventre de Natalia gargouille et Charla l'emmène à la cafétéria, lui conseillant de manger ses légumes. Le soir, le groupe se réunit pour le dîner, et Natalia fait une grimace dégoûtée et se plaint de la façon dont elle déteste les légumes. Charlotte a l'air déçue, et ne voulant pas la contrarier, Natalia se force à tous les manger. Voyant cela, Charlotte lui offre avec enthousiasme une autre portion, à son grand désarroi. Pendant ce temps, Iruka et Alan observent de loin, commentant que Natalia et Charlotte agissent inconsciemment comme de vraies sœurs. Iruka demande alors à Alan s'il a parlé à Natalia de Charlotte, mais Alan répond que c'est encore un sujet sensible qu'il vaut mieux éviter pour l'instant. Cependant, Iruka le traite de lâche et plaisante sur le fait qu'il est trop effrayé pour affronter Natalia. Plus tard cette nuit-là, Natalia demande avec hésitation à Charlotte si elle peut lui enseigner de nouveaux sorts magiques. Charlotte lui rappelle qu'elle a déjà des leçons d'entraînement avec Alan, mais quand elle dit qu'elle s'en sortira, Charlotte accepte rapidement. Juste à ce moment, les sbires de Natalia se joignent et demandent à être entraînés aussi. Mais Gosetsu leur dit qu'ils n'en sont pas encore dignes. Plus tard, Natalia se pousse trop fort pendant l'entraînement et finit par s'évanouir. Alan et Charlotte la ramènent à son dortoir, et en entrant, ils remarquent immédiatement un sac que Natalia a scellé magiquement. Bien qu'Alan soit curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il décide que cela doit être quelque chose d'important pour elle. Charlotte, pas encore prête à partir, reste avec Alan et regarde Natalia dormir. Elle se souvient silencieusement comment, à l'époque où elle vivait avec la famille Evans, elle lisait des histoires du soir à Natalia. Maintenant, cependant, Natalia refuse de parler de leur famille, faisant croire à Charlotte qu'elle les déteste complètement. Le cœur lourd, elle admet qu'elle pense que Natalia la déteste aussi. Gozetsu et Lou, qui étaient assis à proximité, rassurent Charlotte en lui disant que Natalia l'aime, car il n'y a aucune chance que quelqu'un d'aussi gentil que Charlotte puisse être détesté. Alan est d'accord, disant qu'il est trop tôt pour qu'elle tire des conclusions hâtives. Le lendemain matin, Charlotte se lève tôt, impatiente de s'entraîner avec Natalia et d'apprendre plus de magie ensemble. Après leur séance, Natalia invite avec enthousiasme Charlotte dans son dortoir, disant qu'elle a quelque chose d'important à lui montrer. Cependant, à leur arrivée, Natalia est furieuse de constater que son sac a disparu. Elle fouille toute la pièce jusqu'à ce qu'elle trouve enfin une lettre de Chris, la défiant de le rencontrer à un endroit précis si elle veut revoir son sac. Remplie de colère, Natalia se précipite sans hésitation, disant à Charlotte de garder cela secret pour Alan. Pendant ce temps, Alan commence à chercher Charlotte et Natalia, de plus en plus inquiet de leur longue absence. Soudain, un des laquais de Chris court vers lui, essoufflé, et lui dit que Chris a attiré Natalia dans le donjon pour un combat. L'inquiétude d'Alan s'intensifie, sachant que le boss du donjon est toujours en train de pondre des œufs, rendant la situation encore plus dangereuse. Au plus profond du donjon, Chris sourit en jetant le sac de Natalia dans l'abîme, déclarant que celui qui le récupérera en premier sera le véritable dirigeant de l'académie. Sans perdre une seconde, Natalia se lance dans la bataille et bat rapidement Chris, récupérant son sac. Alors qu'elle est sur le point de partir, elle sent quelque chose se profiler derrière elle. Le boss du donjon, une chimère massive et terrifiante, émerge soudainement, faisant pisser de peur Natalia et Chris. La bête se jette sur Natalia avec toute sa force, prête à l'écraser complètement. Juste au moment où il semble qu'elle est sur le point d'être anéantie, Charlotte fait irruption dans le donjon à la dernière seconde et sauve Natalia de l'attaque mortelle de la chimère. Au lieu de montrer de la gratitude, Natalia est remplie de frustration et demande avec colère à Charlotte pourquoi elle risquerait sa vie pour quelqu'un comme elle. Charlotte hésite un instant, puis choisit de ne pas révéler toute la vérité. Au lieu de cela, elle dit simplement à Natalia que peu importe à quel point elle est une méchante, elle a toujours besoin d'un homme pour changer les pneus. Natalia mentionne nonchalamment à Charlot qu'elle a une grande sœur, et Charlot s'emballe immédiatement, disant qu'elle sait que sa sœur a commis un crime énorme. Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Natalia rétorque, disant que sa sœur ne ferait jamais une chose pareille, et qu'elle a été piégée par ce prince pourri. Au lieu de l'aider, la famille Evans l'a simplement abandonnée complètement, et elle se reproche de ne pas avoir pu la sauver. Elle déclare même que toutes les affaires de Charlotte ont été jetées, sauf ce sac, c'est pourquoi il lui est si cher. Elle révèle en outre qu'elle a utilisé un sort de localisation pour trouver Charlotte avec ce sac, mais son sort était bloqué à chaque fois, ce qui la pousse à croire que Charlotte a été capturée. Elle jure de devenir plus forte et d'écraser la personne qui a kidnappé Charlotte. Alors,
Charlot l'assure qu'elle trouvera sûrement sa sœur. Natalia dit ensuite que même si elle connaît Charlot depuis peu de temps, elle se sent aussi comme une grande sœur pour elle. Avant que Charlot ne puisse enfin dire la vérité à Natalia, Chris, qui écoutait aux portes, se met soudainement à pleurer à chaudes larmes sur la tragédie de l'histoire. Juste au moment où cela atteint son paroxysme, le sol tremble et, de nulle part, une énorme salamandre apparaît. Il s'avère que la chimère n'était qu'un personnage secondaire, et ce gros lézard est le véritable boss du donjon. Charlot demande rapidement à Natalia et Chris de déguerpir pendant qu'elle le retient, mais elle les convainc de partir. Alors que la salamandre attaque Charlot, le sort qui la déguise se dissipe, et Natalia se retrouve soudainement face à face avec une Charlot inconsciente. À ce moment précis, Alan intervient comme un boss final, libérant juste une infime partie de son mana, ce qui suffit à faire figer tout le monde d'admiration et de peur. Alors que sa magie est ressentie sur toute l'île, la salamandre, autrefois terrifiante, rétrécit immédiatement et se transforme en un chat orange inoffensif. Juste à ce moment, sa mère entre et lâche nonchalamment la bombe qu'Alan a en fait élevée la salamandre, rendant tout soudainement beaucoup trop logique. Une fois le chaos apaisé, Chris s'excuse auprès du directeur pour le désordre, tandis que Natalia et Charlotte ont enfin leurs retrouvailles émues et tant attendues, où Natalia confesse qu'elle a toujours désiré entendre une autre des histoires du soir de Charlotte. Charlotte, se sentant coupable, s'excuse d'avoir menti à Natalia et d'avoir maintenu le déguisement si longtemps. Juste au moment où ce moment émotionnel touche à sa fin, Lou et Gozetsu, qui ont apprécié le drame depuis les coulisses, décident donc de semer le trouble en révélant qu'Alan est en fait le petit ami de Charlotte. Natalia, déjà en plein désarroi émotionnel, perd complètement les pédales et commence à attaquer Alan. Tout étant revenu à la normale, Alan et Charlotte retournent au manoir, profitant enfin d'une paix et d'une tranquillité bien méritées. Avant qu'ils ne puissent parler de ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre, Maija apparaît soudainement avec un mystérieux colis. Au moment où il l'ouvre, un portail d'invocation s'active et Natalia en sort, l'air toujours aussi suffisant. Juste derrière elle, Eruka apparaît et annonce avec enthousiasme qu'ils ont planifié cela comme une surprise pour Charla. Natalia se tourne ensuite vers Alan pour le frapper d'avoir gâché la surprise de sa sœur. Mais avant qu'il ne puisse nous commencer, Dorothea entre et explique que son éditeur, Yor, la force à écrire une suite au livre basée sur les mensonges d'Alan et Charlotte. Elle a donc décidé de se cacher dans leur manoir. Alan, étant le seul à avoir du bon sens, refuse immédiatement, mais Iruka opère sa magie et le convainc de simplement accepter, puisque tout le monde est déjà réuni au même endroit de toute façon. Cette nuit-là, Alan organise un grand festin et toute l'équipe s'amuse sans le moindre souci. Cependant, plus tard dans la nuit, quand tout le monde dort profondément, Alan et Charlotte s'éclipsent pour observer les étoiles, car dans le livre « Comment rester vierge », c'est la chose la plus coquine qu'un homme et une femme puissent faire la nuit. Alors qu'ils sont assis ensemble, leurs mains se touchent, accidentellement. Et quand Alan essaie maladroitement de s'excuser, Charlotte admet doucement qu'elle n'a jamais été dérangée par son toucher, dès le départ. Juste au moment où ils sont sur le point de s'embrasser, Alan devient soudainement sérieux, élevant la voix et ordonnant à tout le monde de sortir. Il s'avère que tout le monde les observait depuis l'ombre, et si certains sont furieux contre Alan pour avoir corrompu Charlotte, d'autres sont bien trop excités par leur romance. Alors que le manoir se transforme en un cloaque de chaos, le prince Cécile apprend enfin où se trouve Charlotte et demande à ses hommes de la capturer à nouveau. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour voir plus de résumés comme celui-ci. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine.